tous. Alors, cette session sera en anglais. Je ne parle pas anglais. Nous allons trouver une solution. Okay? Donc je peux le faire en français. Mais j'ai mémorisé des choses. Hello everybody, my name is Christopher Mkoka. I will be the moderator of this panel. And thank you for the applause. I just want to ask... bon, je reviens en français. Je veux demander... Madame Lina, est-ce qu'on peut accueillir Madame Lina, s'il vous plaît, de Launch Africa, suivi de Monsieur Tamim de Seed Stars. Thank you. And Monsieur Anderson, Timmy de Villas Reach. Et Monsieur William Béa de Sodeiko. Oh, c'est pas bien écrit ici. Sorry, the DRC Impact, sorry. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux et soulagé que ce soit en français. C'est un plaisir de vous avoir ici, donc je pense que je vais m'installer avec vous. Thank you, merci pour la place, c'est très gentil. Alors, dans le cadre de ce sujet, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de dire les choses, d'être concret, d'être direct, afin de permettre à ce que nous puissions tous sortir d'ici avec les actions, ce que nous devons mettre en place pour faire évoluer notre écosystème. Alors, parce qu'on parle de early stage investment, ça peut être très intéressant qu'on commence déjà par définir ce qu'est une start-up from a global point of view, pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose et qu'il y a peut-être une nuance entre SMEs and start-up. Who want to begin? Vous êtes sûr que vous voulez l'honnêteté à 100%? L'honnêteté à 100%. Blessons-nous ici vivants. Et là, il faut parler en français. Alors, définition de start-up. Le challenge sur la définition de start-up et faire la nuance avec les PME sur notre continent, c'est qu'on est à un niveau, au niveau de la technologie, on est encore sur cette phase de digitalisation de beaucoup de nos services. Alors, normalement, la start-up se définit par rapport à sa croissance, c'est-à-dire comparé à une PME. La start-up est censée commencer... c'est un peu le S-curve qu'on voit à l'université. Donc, elle peut commencer doucement, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a une espèce de validation du marché, que la croissance se fasse très rapidement, de façon pratiquement exponentielle. Donc, ça, c'est la base de la définition. Dans des marchés matures. Le challenge, c'est que dans nos économies, vu que la technologie est relativement nouvelle, et que les supports, que ce soit des services publics ou même du système privé, à cause de nos réalités, cette croissance exponentielle n'arrive pas de la même façon. D'où il y a donc cette limite un peu blurry, comment on dit ça, un peu floue, voilà, merci, un peu floue entre une PME et une start-up. Donc, c'est vraiment au niveau de la croissance, normalement, la différence. Mais là, beaucoup de nos startups sont encore sur la digitalisation des services qui sont normalement offerts par les PME. Ok, donc, si je comprends bien, quand quelqu'un est de la Silicon Valley et qui parle startup, en fait, il ne dit pas la même chose que nous qui sommes ici quand on parle de startup. Il y aurait une nuance. Je ne sais pas si William voudrait dire quelque chose à ce sujet. En anglais, en français? As you want. Okay. Don't know about the audience. English? Okay. Okay, so regardless, I mean, whether it is in Silicon Valley or it is in DRC, startup is a startup. But what you pointed out is absolutely right. It's about the
the ability to the growth and the speed of the growth, but it's basically the same thing. Now we're going to talk about the amount that is made, and I would say that if we talk simply, because we're probably going to reach other point later on, but if we talk simply about the definition of a startup, she completely made it right, and it's the same thing regardless of the environment where you are in, whether in Europe, in Africa. Some realities are different, but the core explanation of what is a startup is what she mentioned. Thank you. Okay. But du coup, Anderson, I don't know, French, English? What is better for you? Okay. Bah, du coup, on a dans notre écosystème un problème, c'est qu'on n'arrive pas à attirer de l'argent pour justement les startups qui sont en phase d'idéation. Pourquoi? Très souvent, lorsqu'on parle d'écosystème, bien de la maturité, surtout lorsqu'il s'agit d'attirer les financements, moi, j'aime avoir une idée des piles de risques, de telle sorte que... Okay, I think that is much better. Okay. Yeah. So, des piles de risques, de telle sorte que chaque acteur absorbe un niveau de risque qui permet aux startups de passer au niveau suivant, à la startup de passer au niveau suivant. Et jusqu'alors, il y a eu une certaine évolution pour réduire les risques d'idées, de proof, ainsi de suite. Mais on n'a pas du tout évolué au niveau du risque qui puisse permettre à la start-up d'être prête pour pouvoir absorber les financements. Bah, du coup, Tamim, qu'est-ce qui empêche à Launch Africa d'investir $1 milliard dans les startups congolaises? Si ça, sorry. Non, je ne sais pas ce qui les empêche d'investir. Mais avant de répondre à la question, je vais juste revenir un petit peu en arrière sur la définition et justement pour faire le lien avec l'investissement. Un des critères assez clés de la définition d'une start-up, c'est, comme le disait Lina, l'hypercroissance. Et de là, tout un écosystème de financement s'est structuré. Les investisseurs, les fonds d'investissement reçoivent eux-mêmes de l'argent d'autres investisseurs. Donc des fonds de pension, en Afrique des institutions financières de développement. Globalement, dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ces investisseurs qui nous confient de l'argent s'attendent à recevoir en retour 3 fois leur capital. Donc s'ils me donnent 100 millions, moi il faut que je trouve le moyen de leur rendre 300 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises dans lesquelles nous on va investir doivent croître suffisamment vite pour que leur valeur intrinsèque augmente au moins de ce facteur 3. Le problème de ce calcul, c'est que c'est une moyenne. Malheureusement, dans le monde des startups, il y a souvent des entreprises qui disparaissent, soit parce qu'elles n'ont pas un bon produit, soit parce qu'elles ne trouvent pas les financements, ça c'est une autre conversation, mais il y a des entreprises qui échouent. Donc ça veut dire que celles qui réussissent doivent compenser celles qui échouent dans ma capacité à atteindre le 3 fois de capital retourné à mes investisseurs. Donc ça veut dire qu'une start-up dans laquelle nous on va investir, elle doit être capable de nous démontrer qu'elle peut retourner 5 fois, 6 fois le capital, probablement même un peu plus en Afrique parce qu'on n'est quand même souvent pas à l'abri d'une dévaluation et en fait, nous, notre argent, il nous est confié en dollars. Je l'investis en dollars dans les entreprises sur le continent. Si le Naira perd 70% de sa valeur, mon investissement en dollars, il vaut plus grand-chose. Donc on est à la recherche d'entreprises qui ont un profil de croissance suffisamment fort pour pouvoir non seulement faire x5, x10, voire au-delà, pour pouvoir effectivement compenser les risques, malheureusement, qui sont ceux qu'on connaît sur le continent. Donc voilà, c'était pour revenir un peu sur la définition et je pense que c'est important de remettre ça en place parce que dans la question suivante qui a été posée, qui était de dire effectivement, est-ce qu'il y a une différence entre start-up et PME? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une PME, c'est un très beau moyen de travailler, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent.
Et il y a des PME qui sont très rentables. C'est souvent pas des entreprises qui font x5 ou x10 de croissance. Et donc en fait, la typologie d'entreprise que vous allez créer en tant qu'entrepreneur va vous orienter vers un type d'investisseur ou un autre en fonction des besoins et en fonction de leur appétence au risque. Et j'aime bien le mot français pour décrire notre activité plutôt que le mot anglais. En anglais, on parle de venture capital. En français, on parle de capital risque. Et je trouve que l'appellation de capital risque, elle explicite très bien ce que vous disiez juste avant. C'est qu'effectivement, en fait, à nos différents niveaux d'investissement, on prend des risques qui sont différents. Et donc, quelqu'un qui va investir en pre-seed va pas prendre le même risque que quelqu'un qui investit dans une entreprise qui fait déjà 10 millions de dollars de revenus, qui a déjà prouvé un certain nombre de choses. Et donc, l'objectif ultime pour un entrepreneur, c'est de trouver le bon interlocuteur, que ce soit un business angel, donc il y a ce qu'on appelle au début de la chaîne de valeur les 3 F, les Family, Friends and Fools, et progressivement donc de passer dans des fonds de pré-seed un peu plus institutionnels, des accélérateurs, des fonds de seed et de série A, et ensuite des fonds de growth qui sont les différentes étapes de la chaîne de financement. Tu le dis avec tellement de calme, alors que tu es en train de dire quelque chose de très grave. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'il vient de dire. Il a dit hypercroissance, il a parlé de 3 fois, parfois 10 fois. J'ai envie de poser une question à Lina, si on doit se dire les choses. Tu as entendu des startups parler ici. Est-ce que tu as entendu l'hypercroissance? Tu as entendu du 10 fois, du 3 fois? Sans citer, hein? Ou tu cites, on se blesse seulement, c'est pas grave. Alors, déjà, je ne pense pas que ce serait fair de faire un assessment de ces startups-là sur ce critère, parce que on ne peut pas sortir des startups de leur écosystème. D'accord? Donc, tout écosystème, que ce soit à l'étranger ou sur notre continent, toute startup qui a pu éclore, que ce soit à l'étranger ou sur notre continent, il a fallu un écosystème global pour permettre cette croissance. L'exemple que Tamine a donné par rapport au Nigeria a à voir avec la monnaie. Ça n'a rien à voir avec les startups qui fonctionnaient dans cet écosystème. Launch Africa, on a investi dans des startups au Nigeria, on a vu leur valeur descendre indépendamment de leur performance. C'est-à-dire que si vous partagez leur croissance en Naira, elle continue de monter. Le problème, c'est la valeur du Naira. Donc, encore une fois, je veux séparer les startups. Alors, spécifiquement par rapport à là où nous sommes ici en RDC, on est dans un écosystème encore très immature. Ça, c'est la vérité. C'est un nourrisson, vient de naître. D'accord. La preuve, c'est que des événements comme celui-ci sont relativement nouveaux. J'ai eu mal, je ne sais pas vous, j'ai senti quelque chose. C'est la réalité. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure, par exemple, des polices, des policies, des initiatives prises par l'État qui ne sont pas connues des entrepreneurs. Et avec ma voisine, par exemple, on parlait du fait que, parce qu'elle vient du Sénégal, qui a donc un écosystème un peu plus en avance que sur la RDC, et on parlait du fait que c'est une charge de 2 côtés. Les structures publiques se doivent de partager les initiatives qu'elles mettent en place pour aider les entrepreneurs, et les entrepreneurs se doivent de faire leurs recherches. Par exemple, moi, je ne conçois pas que si on dit Lina de Launch Africa, on vient me demander vous investissez dans quel secteur, parce que si vous allez sur notre site web, vous allez directement voir qu'on est secteur agnostique. Donc, il y a ce truc à faire des 2 côtés. Le marché de la RDC en tant que tel, c'est-à-dire que c'est un énorme marché, ça a beaucoup de potentiel. J'ai beaucoup aimé la réponse de madame ce matin, c'est-à-dire que dans le sens où ce n'est pas un soft landing, mais ça a le potentiel. Donc, en termes de est-ce que j'ai vu des startups
qui vont faire du x10 ou machin? La réponse est non, mais ce n'est pas non simplement à cause de ces startups, c'est non parce que ces startups sont aussi dans un écosystème qui ne permet pas ce genre de croissance pour l'instant. J'appuie bien sur l'instant. Merci d'avoir atténué la douleur. Je ne sais pas si William partage la même chose, parce qu'à la fin de la journée, les startups ont besoin d'argent, ont besoin de se financer. Tamima parlait de fonds de pension, on n'en a pas ici. On a des fonds à différents niveaux, mais on ne sait pas comment c'est réellement alloué, en tout cas côté start-up. Qu'est-ce que tu penses de ça? De nous. En RDC, à l'heure actuelle, donc on passe en français, en RDC à l'heure actuelle, c'est les fonds pour DRC Impact Angel, c'est des fonds propres. Donc c'est des fonds propres et c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a entendu des gens qui sont passés pour le premier pitch, il y en aura d'autres. L'argent qui est mis, c'est notre argent, c'est mon argent. S'il est perdu, je le perds. C'est pour ça que c'est très bien qu'on ait soulevé le point du capital risque. Je comprends qu'il y a un potentiel retour, mais je comprends surtout qu'il y a un risque. Donc on prend notre argent. Et c'est pour ça quand on parlait le thème, à savoir le pipeline, ce que Sea Liquid Village fait est excellent, très très bien. Et c'est important que dans ce pipeline, on puisse éduquer également les start-upers, ceux qui ont fait des start-up, à cela, à comprendre comment arriver à préparer et à modéliser leur projet par rapport aux attentes. Très simple. La demande d'argent, mais également, par exemple, on parlait tout à l'heure de equity ou de dette. L'equity, ça veut dire que en tant que venture capitalist, en tant qu'investisseur, je prends une part dans l'entreprise. Donc si on me dit que pour $100 000, j'ai 10%, ça veut dire que l'entreprise vaut $1 million. Et il faut pouvoir me l'expliquer. Pourquoi l'entreprise vaut $1 million? Pas $1 million quand j'aurais mis les 100 000. $1 million maintenant, puisque je mets les 100 000 maintenant, pour 10%. Et tout ça, ça fait partie du pipeline. Dans le pipeline, il faut pouvoir assister. Sea Liquid le fait très bien, enfin il n'y a pas que Sea Liquid, on est sur place. Sea Liquid le fait bien et pouvoir aider et accompagner les entrepreneurs et les start-upers à pouvoir se préparer aux questions qui vont arriver lors de la levée de fonds et comment la structurer pour que la levée de fonds ou la demande d'argent puisse être considérée et puisse être crédible. Voilà. Parfait. Ben, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça permet à ce qu'on comprenne un peu où se trouve un peu le souci. On a parlé d'écosystème tout à l'heure, on a parlé des entrepreneurs eux-mêmes qui doivent faire des recherches, faire des démarches. Maintenant, on est dans une économie globalisée où des investisseurs peuvent venir d'Hong Kong ou de je ne sais où et on est en compétition avec d'autres pays. Qu'est-ce que nous devons faire sur les 3 prochains mois pour nous aussi attirer des investisseurs qui viennent mettre 10 millions, 5 millions, 1 milliard, 2 milliards, concrètement? Parce qu'il y a des policy makers ici. Anderson. Voilà, moi je dirais ceci, c'est très important que déjà on essaie de parler des risques et des retours. Et sur base de cela, j'aimerais qu'on ait une réflexion pour nous dire, voilà, on prépare des startups pour quel genre d'investissement? Je suis totalement d'accord par rapport au venture capital, mais pour moi, ce que je trouve, c'est que c'est la forme de financement la plus exigeante. Mais il faudrait également penser à d'autres formes de financement qui sont un peu plus innovatives et peut-être plus adaptées au niveau des risques et au niveau des retours. Lesquels? Soyons concrets. Voilà, il y a par exemple le Renewable Equity. Je pense qu'il y a Schoolab qui a pu utiliser cela. Cela veut dire qu'il y a un investisseur qui va mettre son argent dans la start-up et plus tard, la start-up va pouvoir racheter son equity. Il y en a d'autres. Il y a les revenue-based financing. Je pense que c'est de plus en plus développé, par exemple, pour les projets solaires, ainsi de suite. Ce sont des modèles sur lesquels on peut réfléchir. Mais j'aimerais également parler de quelque chose. Il y a des fonds de garantie qui sont en train d'être mis en place. Ce sont des mesures pour réduire les risques. Et ça, c'est vraiment une sorte aussi de capital qu'on appelle un capital catalytique. Mais il faudrait qu'on se dise quelque chose. L'intervention du capital catalytique ne devrait pas simplement être horizontale. Cela veut dire deal par deal, mais ça devrait être également vertical. Et plutôt, ça ne devrait pas être simplement vertical, mais également horizontal. Et je crois que Safir a parlé de l'exemple de l'Égypte, où il y avait un investissement énorme qui a été fait pour pouvoir développer les compétences. Mais également, on a investi dans Entrepreneur Support Organizations, comme Silicon, comme ainsi de suite, pour leur donner les capacités pour pouvoir développer des standards
qui soit aligné avec les expectations des investisseurs. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il faudrait qu'on fournisse des données par rapport à l'écosystème, pour pouvoir faciliter les due diligence. Pour l'instant, c'est très difficile pour un investisseur qui vient dans les pays de faire son due diligence parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Pourtant, ce sont les écosystèmes, plutôt les incubateurs, ainsi de suite, qui doivent le fournir. Cela veut dire qu'on a besoin de cet encadrement-là. Donc là, tu attaques les incubateurs et accélérateurs là, qui plutôt, ne font pas. C'est lui qui doit mettre en place non simplement les catalytiques capital, qui doit être vertical, cela veut dire un fonds de garantie, mais qui doit être horizontal pour pouvoir rendre tous les marchés, pas simplement une seule start-up, mais tous les marchés investissables. Ok. Tamim, j'ai compris que tu as de l'argent. Tu as pris l'argent d'investisseurs, tu dois le remettre à un instant T. Je donne un peu le schéma que tu as pu faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici concrètement dans notre écosystème pour que sur les 12 prochains mois, on puisse capter une partie des fonds que tu as pu lever concrètement? Et quand j'ai une partie, peut-être 50 millions, si c'est peu, je sais pas. On est un grand pays, non? Non, c'est une très bonne question. On parle souvent de l'Afrique comme un écosystème à part. Et c'est vrai qu'il y a plein de caractéristiques qui font que cet écosystème est absolument unique. Sauf que malheureusement, les startups africaines sont en concurrence avec des startups mondiales. Les fonds d'investissement qui investissent en Afrique sont en concurrence avec des fonds qui investissent ailleurs dans le monde. Et malheureusement, les décideurs tout en haut de la chaîne qui décident où va l'argent ne regardent pas un fonds qui investit en Afrique différemment d'un fonds qui investit aux États-Unis. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Un fonds de VC qui investit aux États-Unis, on lui demande de faire x3 sur l'argent qui lui est confié. Et c'est la même chose que ce que nos investisseurs nous demandent de faire comme retour. Donc la question c'est comment on arrive à démontrer qu'il y a le même potentiel sur le continent africain. Et on en est convaincu, sinon on serait pas là. Donc le meilleur moyen d'arriver à faire ça, c'est effectivement de construire une chaîne d'investissement en partant des business angels et jusqu'au fonds de growth, en tout cas sur la partie VC dont je parle, qui soit compatible à la fois avec la réalité du marché et le niveau de maturité où il est aujourd'hui, mais aussi à la fois avec les attentes des investisseurs ultimes, on va dire, qui sont tout en haut de la chaîne, pour confier leur capital. Donc ça veut dire quoi? Ça implique deux choses qui me semblent absolument critiques à mettre en place. La première, c'est la participation des acteurs dans l'écosystème. Si vous regardez les États-Unis, il y a à peu près 50% du financement qui vient de corporates, donc de grandes boîtes, de grands groupes, qui soit financent des startups, directement ou indirectement, donc directement, soit qui mettent directement au capital de la société, soit qui passent par des fonds d'investissement pour le faire, mais aussi et surtout, et c'est ça qui manque de façon critique encore aujourd'hui dans la plupart des écosystèmes africains, qui rachètent des sociétés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les entreprises, elles ont fait un chemin, qu'elles ont eu une belle croissance, les corporates vont les racheter pour se diversifier, pour accroître elles-mêmes leur croissance. Et ça permet de fluidifier l'écosystème, puisque l'argent qui est généré par les ventes de ces startups refinance un cycle dans les écosystèmes. En Afrique, il y a moins de 1% des 3 ou 4 milliards dont Christophe parlait tout à l'heure, qui viennent de corporate. Donc on est très très loin des 50% des États-Unis, et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la première qui est un manque de familiarité dans beaucoup de cas de ce que c'est que l'innovation, qui est vue comme un poste de coût et pas comme une source d'opportunité pour ces grandes entreprises. Donc ça, c'est un des premiers éléments sur lesquels les écosystèmes doivent, à mon sens, à notre sens, sur lesquels on doit travailler. Et donc, à notre échelle, nous, on essaye d'impliquer les corporates dans le fond, évidemment, pour partager des opportunités avec eux, pour leur montrer ce que c'est que l'innovation.
On fait des formations aussi pour expliquer ce que c'est que le venture capital, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter aux corporates. Donc ça, c'est la première chose à la fin du spectre. L'autre élément... Attends. On veut une dose d'espoir. Parce que là, grosso modo, tu nous dis que c'est pas demain la veille que tu nous donnes tes millions, si je comprends bien. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais grosso modo, si on est réel, si on est objectif, c'est ça, en gros. Néanmoins, étant donné qu'il nous reste très peu de temps, on va quand même prendre des questions du public. J'espère que vous aurez des questions directes. Donc, les gens qui ont l'argent sont là. C'est le moment de poser les vraies questions directes pour avoir des réponses. Est-ce qu'on peut prendre des questions dans la salle, très rapidement? Oui, on peut prendre le monsieur de l'autre côté, s'il vous plaît. Oui, et ensuite, on prend et puis ça sera vous. Oui. Bonjour, moi c'est Eddie. You don't speak English? I do speak English. Ah, ok. On l'a fait en français, laissez-le parler en français. Sans problème, je voulais juste... Il est puni, lui. Go on. Je suis congolais, mais je reste à Cape Town. Hello, Christophe. But I'm here to launch a business that we've just recently launched, actually. I've got not a couple of questions. I've got one question that I just need to ask you. One question per person, sorry. Okay. So, Tamim, you said something earlier about the level of risk and the return. I see Anderson also spoke about it briefly. My question to you is, how do venture capitalists respond to a situation whereby I am able to guarantee a decent return, not necessarily to triple your capital, it's decent with absolutely no risk, but with extremely potential to achieve a high return, okay? Without using your capital. When I say your capital is almost guaranteed, what I mean by that is that I'm from a banking... you have to go straight to the question, please. I'm from a banking... We just have 5 minutes I'm from left. a banking background. So basically what we'll do is, in our sector, in the business that we've launched, if we get somebody that comes to us with a project, we have to spend... The question. We have... Maybe I'll talk to you offline, because... Thank you. The question. Go to it's the a loaded point. question. I'm happy to answer that offline. Okay. The question, please. Bonjour tout le monde, en tout cas, je m'appelle Ivan. Si vous allez le permettre, en tout cas, je vais essayer de vous tutoyer pour me mettre à l'aise quand même. Je suis assez bilingue, donc par moment j'ai les mots qui me traversent. Alors, j'aimerais reprendre sur ce que Tamim m'a dit sur le capital risque. Because in the UK, you call it venture capital, and the US as well. Alors, j'aimerais reprendre et surtout me prononcer pour les start-upers et les pre-seed qui n'arrivent pas justement à se prononcer là-dessus, parce que moi aussi je suis pre-seed, Nucliex, c'est comment se positionner en face de vous, vous promettre les 3x de génération, enfin générer les retours, lorsqu'on est en phase de pre-seed. Vous avez besoin de quoi exactement comme promesse ou garantie par rapport à ça? Et je me prononce pour les start-upers qui sont assez timides ici, en fait. Oui, je pense que c'est une très bonne question et je veux juste dire quelque chose. Pardon, je suis quelqu'un de très optimiste habituellement. La question était qu'est-ce qu'on doit changer, donc j'ai essayé de répondre à ça. Et pour répondre à la question, je pense que à différentes étapes de maturité des entreprises, les investisseurs ont, ou en tout cas doivent avoir des attentes différentes de proof points, de preuves que ces entrepreneurs ont fait. Alors je vais parler pour moi, mais je laisse aussi mes panélistes compléter en fonction de leurs préférences. Nous, on gère 2 stratégies d'investissement. On a une partie d'accélération où on va faire du pre-seed et du early seed. C'est un fonds qui s'appelle Seedstars International Ventures, qui n'investit pas qu'en Afrique, donc qui investit dans les marchés émergents globaux. Et après, on a un fonds qui s'appelle Seedstars Africa Ventures, qui n'investit lui que en Afrique, mais dans du late seed et de la série A. Et donc, la différence entre les 2 fonds, c'est où en sont les entrepreneurs sur le parcours de l'entrepreneuriat, et le single best proof point qui permet de mesurer la maturité, la progression de l'entrepreneur, c'est l'attraction commerciale. Donc, le chiffre d'affaires, pour faire simple.
Nous, on a une règle un peu arbitraire entre les deux fonds qui se situe entre 10 et 20 000 $. Donc en dessous de ça, ça va plutôt être le fonds d'accélération. Au-dessus de ça, ça va plutôt être le deuxième fonds dont j'ai parlé. Mais ça peut être plein d'autres critères en fonction des fonds. En tout cas, pour ce qui est de notre part, c'est ça. Ok, on prend Lina Excellent. pour finir, très rapidement. Je suis entièrement d'accord. Ce que je peux aussi recommander, surtout aux start-upers, data room, avoir des données pour pouvoir soutenir les propos qu'on présente. C'est essentiellement ça, parce que très souvent on arrive, j'ai jamais vu une entreprise qui arrive et qui me dit on va commencer par vendre 10 000, et puis 5 000, et puis 3 000, et puis on va fermer. Ça va toujours vers le haut, toujours, tous les graphes. Maintenant, pourquoi ça monte ? Qu'est-ce qui explique comment on passe de 3 000 à 5 000 ? Qu'est-ce qu'on pense ? Mais concrètement, avec des points concrets, on ne demande pas l'impossible, mais juste pouvoir l'expliquer. Okay. Ça, c'est littéralement la moitié de ma réponse. L'autre moitié, c'est que dépendamment des investisseurs, c'est aussi dépendant du marché. Nous, on fait par exemple on fait du pre-seed. Et on ne va pas faire du pre-seed sur de la fintech au Nigeria. Parce que c'est un marché où il y a déjà tellement de fintech, on a beaucoup de données, on sait à quoi ça ressemble. Mais par contre, on a fait un pre-seed dans la fintech en Algérie. Parce que c'est un écosystème qu'on a vu, ça s'ouvrait, il y avait des initiatives étatiques par rapport à l'ouverture, par rapport à la movement of money, right? So we were able to assess the market on a micro and macro level outside of the entrepreneur to say this would be a good opportunity. Did we get on the right horse? The jury is still out. So in pre-seed, because it's so early, we have to take into consideration the market. We have to take into consideration the founder even more than we normally would, than maybe later stage would. So data room, market, founder, and when I say founding team, I would say, and the innovation. Thank you very much. Thank you very much for your... J'ai oublié le reste en anglais. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini. Si on peut applaudir pour nos panélistes, s'il vous plaît. Dear panelists, thank you so much for your contributions. Pouvons les acclamer, s'il vous plaît. Okay, it's time for the lunch. But before to go to the lunch, I would like to invite Mr. Mohamed Bouhelal, who is the Managing Director of Open Access Data Centers, who sponsors the lunch. Thank you for being Mr. Mohamed Bouhelal. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you. On va peut-être parler en français. Si vous préférez, on va parler en arabe. كيف أحوالكم؟ كلكم تمام؟ I'm just gonna give you a few words before we let you go to lunch. I am the MD of the Open Access Data Center. Some of them have visited yesterday, and those who didn't are still invited to come and visit. We are a joint venture with TechSaf. We are part of the ecosystem. I am also the MD of the WIOC DRC. It's another company that do fiber to connect. So they say, put your money where your mouth is. Today we have decided to put our money in your mouth. Lunch is on us. Have a good lunch. Thank you. Thank you so much, Mr. Bouhelal. I wish you enjoy your meal, of course, and we'll be right back here at 2:15 p.m., please. Thank you so much.